Alors, on va maintenant tester la méthode setActiveRoute. Ça va être très simple. Si vous vous rappelez, cette méthode, elle recevait une route et puis une classe active. Premièrement, on récupérait la route courante. Et pour obtenir la route courante, on utilisait notre request stack. Donc, via le request stack qui a été injecté, on récupérait la requête courante et les attributs de cette requête courante. Et underscore route se trouvait au niveau des attributs de notre requête. Maintenant qu'on connaît la route courante, on vérifie est-ce qu'elle correspond à la route qui a été passée. Si tel est le cas, on retourne active classe. Donc par défaut, ça va être active ou bien la classe qui a été passée. Dans le cas contraire, on retourne une chaîne de caractères vide. Donc si on veut tester cette méthode, il va falloir instancier AppExtension, passer le request stack et puis faire nos différentes assertions. Je vais donc venir là et ça va être quasiment la même chose. Donc premièrement, on va créer un dummy. On va le passer ensuite à notre ami AppExtension parce qu'on a besoin de passer un objet de type request stack. Sinon, on aura droit à une belle erreur. Dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un dummy. Et je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle des tests doubles. Les tests doubles, ce sont de faux objets et puis on a plusieurs types de tests doubles. On a les dummies, on a les stubs et les mocks. Précédemment, on a vu que les dummies ne sont rien d'autre que de faux objets qui vont imiter notre objet en réalité, mais toutes les méthodes vont retourner nulles. Et pour créer notre dummy, on utilisait createMock. Donc, il n'y a pas de méthode createDummy. On met createMock, mais on sait que c'est un dummy qui sera créé parce que toutes les méthodes vont retourner nulles. Là, de la même manière, on crée notre dummy, on le passe, et puis essayons de faire nos assertions. Je vais pourquoi pas copier cette ligne, mais cette fois-ci, on veut appeler la méthode setActiveRoute. Et qu'est-ce qu'il faut passer à cette méthode? La route, et puis si on le souhaite, la classe active. Donc moi, je vais garder la valeur qu'on a par défaut qui est active. Je vais cacher la sidebar. Et puis la route, on va dire que c'est AppHome. Et si on se trouve sur la page d'accueil, normalement, on doit retourner active. Mais là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a un petit problème. Ce n'est pas comme si on faisait une requête. Donc on ne sait pas si on est au niveau de la page d'accueil, la page About ou bien la page de contact. Si on revient au niveau du navigateur, là, on savait qu'on est au niveau de About, de Contact, et puis on pouvait savoir quelle est la route courante. Mais en l'état actuel, on aura une erreur. Parce que vu que c'est un dummy, toutes les méthodes vont retourner nulles. Donc, lorsqu'on va appeler la méthode setActiveRoute, cette méthode getCurrentRequest va retourner nulle. Et c'est comme si on essaie d'accéder à Attributes au niveau de nul. Donc, si je viens, je vais tenter d'exécuter mon test. Normalement, on a vu qu'on peut faire bin phpunit ou bien utiliser mon alias t, mais vous pouvez exécuter un test spécifique en utilisant --filter. Donc, je mets ici le nom de mon test et uniquement ce test va être exécuté. On pouvait dire également, on veut exécuter tous les tests qui se trouvent au niveau de test twig AppExtension test. Donc, il va exécuter tous les tests qui se trouve au niveau de notre fichier de test. Et bang, nous on va juste exécuter test setActiveRoute et voici le problème dont je vous parlais. On tente d'accéder à Attributes au niveau d'un non-objet, donc au niveau de nul en grosso modo. On peut le prouver. On va faire un dump de ceci et vu que request stack qui a été passé, dans ce cas-là, ça va être un dummy. Toutes les méthodes vont retourner nulles, donc la valeur sera nulle. Là, on me dit que je me suis trompé quelque part. Désolé, j'ai oublié de mettre le point virgule. On revient, on réessaie. Et bang, on a comme valeur nulle. Donc, il va falloir ici rendre notre dummy un tant soit peu intelligent. Maintenant, on ne veut pas un objet qui va retourner nul pour toutes les méthodes. On veut un objet qui va retourner une valeur qui simule comme si on a une requête pour la page d'accueil ou bien une requête pour la page About. Ça va être très simple. On peut venir là et en lieu et place de créer un dummy, on va créer ici un stub.
Encore une fois, je sais que ça peut faire un peu bizarre, vu qu'on met create mock et puis on dit dummy. Au niveau de PHP Unit, on n'a pas de méthode create dummy. Si vous regardez même create stub, en coulisses, cette méthode utilise create mock. Au niveau de PHP Unit, si on veut créer des dummies, des stubs ou bien des mocks, c'est toujours la méthode create mock. Là, ils ont créé une méthode utilitaire create stub afin que ce soit plus simple à lire, mais derrière, on voit que c'est create mock qui est toujours utilisé. Donc là, je vais remplacer ceci par stub et mettre également stub. On va expliquer c'est quoi un stub dans quelques instants, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau d'un stub, à la différence des dummies, les méthodes pourront retourner des valeurs spécifiques. Donc en lieu et place d'avoir des méthodes qui retournent toujours nulles, au niveau d'un stub, on pourra dire on veut retourner telle valeur ou bien telle autre valeur. Donc là, je vais pouvoir prendre mon request stack stub et je vais dire si on appelle la méthode getCurrentRequest, il faudra retourner comme valeur, on utilise willReturn, je vais dire Toto. Donc vous voyez, maintenant ce n'est plus un dummy parce que lorsqu'on va appeler cette méthode, la valeur qui sera retournée va être Toto. Donc ce qui va se passer, on va appeler cette active route. Cette méthode sera appelée, mais le request stack qui a été passé, c'est notre fameux stub, c'est celui-là qu'on a passé. Donc lorsqu'on va appeler la méthode getCurrentRequest, on a dit qu'on veut retourner Toto, donc ceci va retourner Toto. On peut le prouver, on va copier ceci, on vient là, on fait un die and dump, et normalement on doit avoir Toto. Et bang, c'est le cas. Bien évidemment, nous on ne veut pas retourner Toto. On veut retourner un objet de type request. Parce que si vous regardez cette méthode, getCurrentRequest, elle retourne un objet de type request. C'est un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Request. Donc, nous, on va créer notre propre objet request. Je vais mettre $request, new request. Et on va l'importer depuis Symfony Component HTTP Foundation. Regardons le constructeur. On descend un tout petit peu. Et le constructeur de Symfony Component HTTP Foundation Request, il prend plein d'arguments. Tous ces arguments sont optionnels. Mais premièrement, on a les paramètres get, ensuite les paramètres post, après les attributs de requête, après les cookies, les fichiers, serveurs, ainsi de suite. Donc au niveau de Symfony Component HTTP Foundation, query, ce sont les paramètres get, ici les paramètres post, là les attributs de requête. Donc nous, on se fout un peu des paramètres get. Également, on se fout un peu des paramètres post. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les attributs de requête. Donc c'est le troisième paramètre. Je pourrais venir donc là, je vais dire, on donne un tableau vide pour les paramètres get. On donne aussi un tableau vide pour les paramètres post. Mais en ce qui concerne les attributs de requête, on va créer un faux objet request où on a un attribut de requête underscore route qui a comme valeur app_home. Donc c'est comme si on est en train de simuler que la route courante pour cette requête, c'est app_home. Et ce qu'on va dire maintenant, lorsqu'au niveau de notre stub, on va appeler la méthode getCurrentRequest, retourne cet objet où on a falsifié un peu et puis on a dit que la route courante c'est app_home. J'espère que c'est clair. Ce qui va faire que maintenant, lorsqu'on va faire ici, je vais fermer ceci, lorsqu'on va faire le die and dump, currentRequest va retourner notre requête. On le prouve, on réexécute le test et voici, on a notre requête. Et au niveau de notre requête, on a les attributs de requête et voici notre attribut underscore route. Comme on peut le remarquer, que ce soit les paramètres post, les paramètres get, serveur, ici également attributes, ce sont des éléments de type parameter bag. Même si là on a serveur bag, si vous recherchez serveur bag, vous allez voir que derrière ça hérite de parameter bag. Parameter bag, c'est une classe au niveau de Symfony Component HTTP Foundation qui dispose de plein de méthodes utilitaires. On pourra utiliser all pour récupérer tous les éléments, keys pour récupérer les clés, on a replace, on a add, on a get, on a plein de méthodes. Au niveau de get, on peut passer la clé et puis ça nous retourne la valeur.
Donc en théorie, là je peux accéder aux attributs. Vous allez voir que les attributs vont être un objet de type paramètre bag. Mais si je veux tous les attributs de requête, je peux faire simplement all. Et j'aurai tous mes attributs de requête. On voit maintenant que là, on a un tableau avec tous les attributs de requête. Je pouvais uniquement demander les clés en mettant keys et j'aurai uniquement les clés. Là, on a une seule clé qui est route. Ou bien on pouvait récupérer un attribut spécifique, par exemple underscore route, et là, il va nous retourner la valeur qui est app_home. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette histoire de paramètres bag, mais au moins vous savez que ça vous permet d'avoir plein de méthodes utilitaires. Là, normalement, ça doit maintenant marcher parce que lorsqu'on va demander la route courante, on a eu à simuler pour dire que c'est app_home. Et vu que ce qu'on a eu à passer, c'est app_home, il va voir que la route courante, c'est app_home. Ce qu'on a eu à passer, c'est app_home. Donc, c'est la même chose. On doit retourner active. Et normalement, on aura du vert. On réexécute notre test. Et mamma mia, tout marche. Donc, si je venais là, et puis on donnait comme valeur app_about, normalement, on doit avoir une chaîne de caractères vide, vu que la route qu'on a passée est différente de la route courante. Là, le test va échouer. On s'attendait à active, mais on a eu du vide. Donc, je peux enlever ceci et puis mon test va passer au vert de nouveau. On peut donc changer. On va dire si c'est app_home, on s'attend à voir active. Mais si on essaie de faire la même chose pour on essaie de faire la même chose pour about et puis contact, on s'attend à avoir une chaîne de caractères vide. Normalement, tout va bien se passer. Et voici le résultat. Donc voilà aussi simplement, vous avez créé votre premier stub. Au niveau des stubs, on pourra faire en sorte que les méthodes retournent des valeurs spécifiques, alors qu'au niveau des dummies, toutes les méthodes retournent nulles. Essayons de tester également notre second argument, ActiveClass. Donc je vais créer un autre test, je vais copier ceci, et je vais créer un test, test set ActiveRoute, ActiveClass. On va créer notre stub. On simule comme si on est au niveau de la page d'accueil. Lorsqu'on va demander la requête courante, on va retourner notre force requête. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est dire que on va appeler ActiveRoute. On passe la route, mais on passe également une classe customisée. Par exemple, en lieu et place d'avoir la classe active, moi je veux utiliser la classe cool. Donc là, ça ne va plus retourner active, ça va retourner cool, étant donné que c'est la classe qu'on a eu à passer. Pour l'instant, notre test va échouer. On va essayer de le faire. Et c'est le cas. On s'attendait à active, mais on a eu cool. Là, je vais mettre cool et puis tout va marcher. On réexécute tous les tests et mamma mia, la vie est belle. Là, je vous avais dit qu'on avait 3 types de tests doubles. On a parlé des stubs, on a parlé des dummies. Maintenant, on va parler des mocks. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais venir là et puis on va essayer d'injecter notre logger. Afin de savoir qu'est-ce qu'on peut injecter, on peut utiliser Symfony Console, Debug Auto-Warring et puis vous allez voir tout ce que vous pouvez injecter. Par exemple, si je recherche des services en rapport avec request, je mets request et vous voyez, on me dit que je peux injecter request stack, request context pour ne citer que ces éléments. Et après, on peut lire la documentation pour en apprendre davantage. Mais on vous donne également quelques petites infos. Nous, on va voir est-ce qu'on a un service en rapport avec le logger. Je vais parler de la notion de conteneur de service dans quelques instants, donc ne vous inquiétez pas. Mais si on demande est-ce qu'on a un service logger, on peut injecter ceci via logger interface qui se trouve au niveau de PSR log. Donc si je viens là, je vais mettre logger interface. On va l'appeler logger. On importe logger interface et je peux créer un attribut logger. Donc je vais mettre logger un peu partout.
Normalement, j'aurai maintenant accès à mon logger et vous voyez, on a plusieurs méthodes pour faire du login. Si on a des messages de log, d'alerte, critical, d'erreur, warning, notice, info, ainsi de suite. Donc nous, on va prendre info et puis je vais dire que là, je vais utiliser notre ami logger et puis on va mettre un message d'info et le message, ça va être la vie est belle. Donc ce n'est pas l'exemple le plus parlant, mais au moins ça va me permettre de vous expliquer la notion de mock. Donc on regarde de nouveau info, on cherche logger, on passe le message et puis si on a un contexte, on peut passer le contexte. Donc si vous avez des données à passer, vous pouvez les passer. Là, nous, on va juste mettre un message. Normalement, ça ne va rien changer parce que c'est un message qu'on log. Je vais réexécuter mes tests. Bon, là, on a un petit problème parce que maintenant, au niveau du constructeur, il faut passer non seulement request stack, mais aussi notre logger. Je vais donc venir là et puis on va dire que on va créer un dummy pour notre logger également. Donc, je mets logger dummy. Et ce sera ici logger interface. Je l'importe et tout est bon. Maintenant, lorsqu'on va créer un objet de type AppExtension, il faudra passer notre dummy pour request stack, mais également notre dummy pour logger. Et puis, on n'aura plus de problème. Normalement, ce test va passer. On peut le prouver. Et bang. On va essayer de faire la même chose. Là, on va créer un dummy. On n'a pas besoin d'un stub parce qu'on ne veut pas préciser qu'on veut retourner quelque chose. Donc, même si toutes les méthodes retournent nulles, ça fera notre affaire. Je mets ici create mock. On sait que ce sera un dummy. Et là, il faudra passer notre logger dummy. Je n'oublie pas le $. On va faire de même pour le dernier test. J'avoue que ça devient un peu fatigant. Ne vous inquiétez pas, on fera du refactoring. Mais là, je peux mettre $logger dummy. On réexécute tous nos tests. Et si Honoré ne s'est pas trompé, on aura du vert. Et c'est le cas. Maintenant, parlons de la notion de mock. Juste pour rappel, j'aime que ce soit clair. Les dummies, toutes les méthodes retournent nulles. Les stubs, à ce niveau-là, les méthodes peuvent retourner des valeurs spécifiques. Au niveau des mocks, vous n'allez pas retourner de valeurs, vous allez simplement spécifier des attentes. Je vais vous l'expliquer. On va créer une autre méthode de test et on va mettre ici test setActiveRoute should log info message. Donc là, je dis que la méthode setActiveRoute doit loguer un message d'info. En lieu et place de créer un dummy, on va créer un mock. Donc je vais l'appeler logger mock. On utilise la même méthode createMock. Donc c'est la même méthode qui est utilisée pour créer un dummy, pour créer un mock ou bien pour créer un stub. Mais la manière dont on va maintenant utiliser notre ami logger mock, c'est ce qui va faire la différence. Je vais dire que je m'attends à ce que la méthode info soit appelée une fois. Donc je vais l'écrire et puis l'expliquer dans quelques instants. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc là, je mets méthode. Je vais rajouter with et le message, c'est la vie est belle. De cette manière-là. Donc regardez, au niveau d'un mock, on ne retourne pas de valeur. Là, je n'ai pas mis will return pour dire qu'on doit retourner quelque chose. Je dis tout simplement, lorsqu'on va appeler cette méthode setActiveRoute, je m'attends à ce que la méthode info soit appelée une seule fois au niveau de notre objet logger. Et puis, cette méthode info, elle va être appelée avec comme argument la vie est belle. Et si on regarde, ce sera bel et bien le cas. Cette méthode info, elle sera appelée une fois au niveau de notre logger avec comme argument la vie est belle. Donc, si j'exécute notre test qui est présent ici et que je ne me suis pas trompé, on doit avoir du vert. Et c'est le cas. Mais si je venais là et puis je disais que cette méthode info devrait être appelée 2 fois, on va me dire, mais c'est faux, Honoré. Cette méthode, elle est appelée une fois, pas 2 fois. Donc, on aurait eu une erreur. Donc, vous pouvez dire que une méthode doit être appelée une fois en mettant once
On peut dire qu'une méthode n'est jamais appelée avec never, ou bien on peut utiliser exactly, afin de dire que la méthode est appelée exactement 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Donc là, si je mets ici 2, pour dire que cette méthode est appelée 2 fois, avec cet argument-là, notre test va échouer. Mais si j'appelle la méthode 2 fois, maintenant ça va marcher, vu que la méthode est appelée 2 fois. Si je change l'argument pour mettre autre chose, la vie est merdique. J'avoue que ce n'est pas le meilleur exemple. Mais vous allez voir maintenant, la méthode est bel et bien appelée 2 fois, mais elle n'est pas appelée avec comme argument la vie est belle. Elle est appelée avec comme argument la vie est merdique. Donc ça va échouer. Et on peut voir clairement. Nous, on s'attendait à avoir la vie est belle comme argument, mais on a eu la vie est merdique. Donc voilà, vous connaissez maintenant les dummies, les stubs et les mocks. Ces trois-là, c'est ce qu'on appelle des tests doubles. Les dummies, ce sont de faux objets où toutes les méthodes vont retourner nulles. Les stubs, ce sont de faux objets, mais où on pourra retourner des valeurs spécifiques. Les mocks, ce sont de faux objets, mais qu'on va utiliser afin de spécifier des attentes. On ne va pas retourner des valeurs, on va dire on s'attend à ce que telle méthode soit appelée tel nombre de fois avec tel argument. Donc si on avait d'autres arguments, on aurait pu les passer. Vous pourrez en apprendre davantage en lisant la documentation de PHP Unit. Donc si on vient au niveau de PHP Unit, on prend documentation, anglais, test doubles. Tout ceci sera expliqué en détail. Donc là, on crée un stub, on spécifie ce qu'on doit retourner. Vous pouvez vraiment faire des trucs avancés. Et puis, vous allez apprendre ceci en lisant la documentation. Après, on vous parle des mocks. On les utilise afin de spécifier des attentes. Et voici des attentes qui ont été spécifiées. Donc, en lieu et place de dire que tel argument doit être passé, vous pouvez dire que l'argument qui est passé contient telle chaîne de caractères ou bien plus grand que 0. Vous pourrez faire ce que vous voulez. On a même anything pour dire que n'importe quoi pouvait être passé. Donc, si on venait par exemple là, et puis on rajoutait $10 anything, c'est-à-dire on se fout un peu de ce qui est passé. Le plus important, c'est que cette méthode info soit appelée 2 fois. Donc, même si on passe ici du charabia, si elle est appelée 2 fois, ça fera notre affaire. Et on voit que notre test marche. Je vais revenir là. On va enlever tout ce qu'on a mis en rapport avec logger. On enlève l'injection de dépendance. On revient également au niveau de nos tests. Et on pourra enlever tout ce qu'on a mis en rapport avec notre ami logger. Je n'oublie pas de retirer l'importation. Donc, je vais le faire assez rapidement pour ne pas perdre votre temps. On réexécute nos tests et tout est bon. Parlons à présent des tests fonctionnels. Jusqu'à présent, on a créé ce qu'on appelle des tests unitaires. On a testé des unités de notre application. Donc, on a testé la méthode setActiveRoute, la méthode PageTitle. Mais là, on va tester un workflow global. On va dire, si on fait la requête vers la page d'accueil, on s'attend à avoir, disons, tel contenu, on s'attend à avoir telle information affichée. On peut vérifier également que les informations provenant de la base de données sont les bonnes, faire plein de choses. Donc, avec les tests fonctionnels, on va tester de manière globale un peu le fonctionnement d'un certain workflow. Alors que les tests unitaires se focalisent sur une unité de notre application, une classe, une méthode, une fonction, pour ne citer que ces éléments. Afin de créer un test fonctionnel, ça va être simple. On utilise makeFunctionalTest de cette manière. Donc, makeUnitTest, c'est pour les tests unitaires. makeFunctionalTest, c'est pour les tests fonctionnels. C'est la seule chose qui commence par FU. Et je vais créer un test fonctionnel pour notre contrôleur PageController. Donc, comme je vous l'ai dit, par convention, on suit la même arborescence. Vu que mon contrôleur se trouve au niveau de contrôleur, mon test va se trouver au niveau de contrôleur, et puis le nom va être PageControllerTest. Raison pour laquelle j'ai mis ceci. Et vous allez voir automatiquement, on a maintenant un sous-dossier contrôleur, et puis on a PageControllerTest. Afin de créer nos tests, on a utilisé PHP Unit jusqu'à présent. Et c'est ce qui est utilisé un peu au niveau de Symfony. Vous pouvez utiliser d'autres frameworks de test, Behat, PHP-Spec, mais moi j'aime bien PHP Unit. PHP Unit, si on vient au niveau de la documentation,
vous allez voir, il vous permet d'écrire des tests unitaires, comme c'est marqué là. Au niveau de Symfony, ce qui a été fait, c'est quoi? On regarde notre test unitaire App Extension Test. Il héritait de test case qui se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Donc, les tests unitaires vont hériter directement de PHP Unit Framework Test Case. Mais si vous regardez les tests fonctionnels, ils héritent d'une autre classe. Symfony Bundle, Framework Bundle, Test Web Test Case. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez cette classe, elle hérite de Kernel Test Case, mais Kernel Test Case hérite de quoi? Il hérite de PHP Unit Framework Test Case. Donc en réalité, cette classe Web Test Case, c'est une classe au niveau de laquelle Symfony a rajouté plein de méthodes utilitaires afin de faciliter l'écriture de tests fonctionnels. Donc derrière, ça utilise toujours PHP Unit Framework Test Case, PHP Unit Framework Test Case, mais on a rajouté plein de Mitsubishi afin de vous permettre d'écrire des tests fonctionnels. Premièrement, on a cette méthode createClient. Si on vient là, on va voir que cette méthode, elle fait plein de choses. Elle va booter notre kernel, c'est ce qui va faire que tous nos services seront disponibles et tout. Mais le plus important à comprendre, c'est que cette méthode vous retourne un client. Et vous pouvez voir le client comme votre navigateur. Si j'arrive à écrire navigateur. Donc le client qui a retourné, c'est comme votre navigateur. Et là, on dit on va faire une requête au niveau de notre navigateur. On fait une requête get vers la page d'accueil. C'est comme si je suis venu au niveau de mon site et puis j'ai fait une requête vers cette page d'accueil. Si je mettais /about, c'est comme si on a fait une requête vers /about. Si je mettais ici /about. Donc nous, on dit on fait une requête vers la page d'accueil. On s'attend à ce que la réponse soit un succès et qu'on ait également un H1 avec comme contenu Hello World. Nous, malheureusement, on n'a pas de H1 avec comme contenu Hello World. On pourra modifier ceci, mais la réponse sera un succès parce que cette route existe. Si on regarde le code de cette méthode, on utilise ceci, mais derrière, tout ce que ça fait, c'est quoi? On vérifie est-ce que le statut code est supérieur ou égal à 200 et puis inférieur à 300. Donc, l'histoire de statut code, elle est inhérente au protocole HTTP. Au niveau du protocole HTTP, on a plein de statu code. On a par exemple ici 200, 201, tous ces statu codes-là sont en rapport avec des messages de succès. Si vous avez des redirections, c'est 300, des erreurs client 400, des erreurs serveur 500, et ainsi de suite. Donc, si c'est supérieur ou égal à 200 et puis inférieur à 300, donc strictement inférieur à 300, c'est que des messages de succès. Donc, en réalité, nous, ce sera le cas parce que vu que tout va bien se passer, lorsqu'on va faire la requête, le statut code sera 200 et puis on aura donc une réponse de succès. Si vous êtes curieux et puis vous voulez voir le statut code, on peut venir au niveau de Network, on va actualiser, on a fait donc une requête get vers la page d'accueil et on peut voir que le statut code est 200, donc un succès. Si je viens donc là et puis j'enlève ceci, on exécute ce test, je vais l'appeler test home pour dire qu'on teste l'action home qui est présente ici. Normalement, on doit avoir du vert. Je vais enlever navigateur. On revient, on met t-filter. Et mamma mia, on a des erreurs. Donc, j'ai eu à faire d'autres choses, mais on me parle de app extension. Probablement, je me suis trompé quelque part. On va essayer de voir les gars et les go. Donc, il faut passer request stack. Si on vient au niveau de ce test-là, on passe un dummy. Ici, on passe un stub. Là également, on passe un stub. Ça, on doit l'enlever. Donc, vu qu'on n'a plus de message de log, ceci n'est plus utile. Je ne sais pas si ça va résoudre le problème, mais on va réexécuter et voir. Je trouve ça intéressant lorsqu'on a des erreurs en live de cette manière-là. Donc, des fois, lorsqu'on a des erreurs de ce genre-là et puis on ne sait pas c'est lié à quoi, la première des choses que je fais, c'est vider le cache. Donc, vous voyez, il y a du caching ici. Je vais vider le cache au niveau de l'environnement de test. Pour ce faire, on peut faire Symfony Console, cache clear, et on peut préciser l'environnement en mettant test. C'est la même chose que de vider ce dossier-là. Là, on peut voir que tout s'est bien passé. On va réexécuter notre test. Et bien, ça marche. Donc, au moins, je vous ai montré ceci par la pratique parce que il se peut que vous ayez des erreurs, vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai tout bien fait, mais malheureusement, ça ne marche pas. Des fois, il faut simplement vider le cache.
On va tout fermer et puis on va revenir à notre contrôleur et puis notre fichier de test. Donc là, tout marche. On fait la requête et puis la réponse est un succès. Si je faisais une requête vers quelque chose qui n'existait pas, normalement ça allait échouer parce que le statut code sera 404. Donc nous on s'attendait à un statut code de succès, mais on a eu un statut code 404. Je vais faire la même chose pour les autres pages. On va faire un copier-coller. Cette fois-ci ce sera test about et puis là ça va être test contact. On met /about et puis /contact. Normalement, tout va marcher. On va exécuter tous les tests qui se trouvent au niveau de test controller page controller test, ou bien on pouvait dire tous les tests de la classe et on copie cette classe. Parfait. Donc là, on nous dit on a 3 tests, 3 assertions. C'est le cas, le premier test, le deuxième, le troisième. Et puis chaque test a une assertion, donc ça fait 3 assertions. Lorsqu'on fait la requête, vous voyez que ceci nous retourne un crawler. Le crawler, vous pouvez l'utiliser afin de faire du crawling. C'est-à-dire, vous pouvez l'utiliser pour récupérer des éléments au niveau de votre DOM. Nous, on va faire quelque chose. Si on regarde le code source, au niveau du body, on a rajouté une classe qui est la route courante. Donc, au niveau de chaque page, on rajoute une classe avec la route courante. Je pourrais donc venir là. Je vais dire, on va prendre notre crawler et on va récupérer le body. On aurait pu dire on récupère un paragraphe présent au niveau de notre body directement, mais nous on récupère le body et puis on peut décider de récupérer le contenu de notre body. Donc il va vous donner un contenu textuel de votre body. Exécutons test home, je reviens là, filter, et vous voyez on a le contenu textuel de notre body. Vous avez plein d'autres méthodes. On peut récupérer la valeur de l'attribut classe. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Vu qu'on est au niveau de la page d'accueil, ça va être app home. Donc, rappelez-vous, vu qu'on a vu également que Web Test Case hérite de PHP Unit Framework Test Case, toutes les méthodes d'assertion qu'on a vues pour les tests unitaires, on peut aussi les utiliser. Donc, je vais dire que si on utilise le crawler, on récupère notre body et puis sa classe, on s'attend à ce que la valeur soit app home. Donc ce test va réussir parce que c'est le cas. Et on peut faire la même chose pour les autres tests. Donc on fait un copier-coller. Ici la classe, ça va être app about. Et là app contact. Je vais laisser ce test échouer juste pour le fun. On nous dit on attendait app home, mais on a eu app contact. Je vais dire, oh, je me suis trompé. C'est app contact. Et je mets ici app contact. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ceci vraiment fun d'écrire des tests. C'est assez simple et puis c'est amusant de voir du rouge après du vert. Donc, si vous venez au niveau de la documentation du DOM crawler de Symfony, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir tout ce que vous pouvez faire. Les sélecteurs ressemblent un peu aux sélecteurs qu'on a au niveau du CSS. Vous voyez, on peut récupérer un élément via sa position, le premier élément, le dernier, les éléments de même niveau, tous les éléments suivants, tous les enfants, tous les parents. Donc, la documentation sera votre meilleur ami. Moi, je vais vous montrer quelque chose d'autre pour que ce soit fun. Si on est au niveau de la page d'accueil, alors c'est ce lien qui doit avoir la classe active. Donc, le LI de ce lien-là, c'est lui qui doit avoir la classe active. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, on va récupérer, je vais mettre notre crawler, on va faire un filter, on va dire, on vient au niveau de nav ul li, donc on met nav ul li, et je vais dire, je vais rechercher un li qui a la classe active. Si on trouve un li qui a la classe active, on va récupérer le lien qui se trouve au niveau de ce li. Donc, c'est comme si il va récupérer ce lien-là. Et lui, on peut récupérer son texte. Ça doit être home, vu qu'on est au niveau de la page d'accueil. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les sélecteurs CSS, peut-être ça peut sembler compliqué. Mais on récupère le LI qui a la classe active. Principalement, on s'intéresse au lien qui se trouve à l'intérieur. Et on récupère le texte de ce lien. Normalement, ça doit être home.
on réexécute l'ensemble de nos tests et vous voyez Home. Si on faisait la même chose au niveau, par exemple d'ici, vu qu'on est au niveau de la page About, celui qui sera actif, ce sera About, donc le texte va être About. Donc si on fait un down and dump, là ça va afficher maintenant About, et c'est le cas. Donc je peux faire d'autres assertions. Je peux venir mettre 10, assert same, afin de dire là, je m'attends à avoir Home. Et si on duplique pour les autres, ici on va s'attendre à avoir About. Et pour le dernier, on s'attend à avoir Contact. Si je me trompe en mettant un S, il y aura un qui va échouer. Et c'est le cas. On s'attendait à avoir Contact avec un S, mais on a eu Contact sans S. J'aime voir mes tests échouer puis après passer au vert, pour être sûr que tout marche comme je le souhaite. En lieu et place de vérifier le texte, on aurait pu vérifier qu'on a au moins LI qui a la classe active. Donc j'aurais pu venir là pour dire que on va utiliser notre crawler. Je vais copier ceci pour dire que je recherche un LI qui a la classe active au niveau de notre menu. Si on compte le nombre d'éléments, je m'attends à ce que ceci soit égal à 1. Et là, je peux utiliser notre ami assertCount. Normalement, je peux enlever le compte qui est présent ici. Donc, si vous regardez assertCount, je vais tenter de me retrouver. On peut voir qu'on met la valeur qu'on attend. Et puis ensuite, on met ici ce qu'ils appellent un haystack. Mais en grosso modo, vous donnez quelque chose sur lequel on peut ici compter le nombre d'éléments. Il y a un countable ou un itérable. Donc, si on peut compter le nombre d'éléments, ça fera l'affaire. Imaginons que là, je passais un tableau et puis on a comme élément 1, 2, 3. Donc, au niveau d'un tableau, on peut compter le nombre d'éléments. Ici, la taille de ce tableau est de 3. Donc, ici, il va vérifier si on compte le nombre d'éléments, est-ce que c'est égal à ce que j'ai eu à mettre ici. Là, on a 3 éléments. Moi, je m'attends à avoir un seul élément. Donc, ça ne va pas marcher. On aura une erreur. On va dire, on s'attendait à avoir ici comme valeur 1, mais on a obtenu ici 3. Mais si je mettais comme taille 3, on va avoir normalement ici du succès un peu partout. Maintenant, moi, ce que je disais, c'est quoi? Je dis, on va regarder les LI qui ont la classe active. Moi, je m'attends à ce qu'on ait un seul élément qui ait cette classe active. Si vous prenez ceci, on fait un down dump, on verra ce qui est retourné. On remonte un tout petit peu, ça fait beaucoup de choses, mais c'est un élément de type crawler. Mais si on vient au niveau de crawler, on voit que ceci implémente l'interface Countable. Donc, vu que ça implémente cette interface Countable, normalement, vous aurez une méthode qui va vous permettre de compter le nombre d'éléments. Et c'est ce qu'il va faire afin de voir on a combien de nœuds au total qui ont cette classe active. Et puis ici, on aura un seul nœud parce que ce sera simplement le LI qu'on a pour la page Home. Je reviens là, je vais tenter de réexécuter, tout va marcher. Donc, j'aurais pu venir ici et puis faire un copier-coller au niveau de mes autres tests. On doit avoir également un seul LI qui a la classe active, ici aussi un seul LI qui a la classe active. On revient là, on réexécute et tout est bon. Généralement, en lieu et place de se fatiguer, vous allez voir qu'il y a des méthodes utilitaires, comme cette méthode utilitaire. Par exemple là, je vais cliquer là et puis regarder les autres méthodes utilitaires. On va rechercher title, un truc de ce genre-là. Je sais qu'il y a une méthode qui m'intéresse, mais je ne la vois pas. Je vais donc cliquer et puis venir au niveau de Web Test Case. Vous voyez qu'on a Web Test Assertion Trait et puis on a Browser Key Assertion, donc plein de méthodes utilitaires. Moi, il y a une méthode que j'aime bien. Je ne la trouve pas ici pour l'instant. Je vais la trouver, ne vous inquiétez pas. C'est cette méthode-là. Assert Page Title Same. Elle permet de vérifier le titre de la page. Donc, je peux venir ici. On va revenir à notre test. Et je vais dire, si on est au niveau de la page d'accueil, je m'attends à ce que le titre de la page soit quoi? Le titre soit Best Events Online. Pour les autres, c'est About a Pipe, Contact a Pipe. Je vais fermer tout ceci. Au niveau de la page d'accueil, je m'attends à ce que le titre soit Best Events Online. Bien, Best Online Events. Mais voici ceci. Normalement, ça va marcher si on exécute nos tests. Si je me trompais au niveau du titre, on aura une erreur. Je peux donc venir là et puis faire la même chose pour mes autres pages.
Là, je m'attends à ce que le titre soit about suivi d'un pipe. Et là, le titre sera contact suivi d'un pipe suivi de best events online. Et tout marche. De la même manière, là, on vérifiait est-ce que le texte d'un certain élément était par exemple about. Si vous regardez, je sais qu'il y a une méthode utilitaire que j'avais utilisée récemment. Vous avez assert selector text same, ou bien on a aussi assert selector text contents pour voir est-ce que si on passe un sélecteur et puis on regarde le texte qu'on a au niveau de ce sélecteur, est-ce que le texte contient quelque chose, ou bien est-ce que le texte est le même que ce qui est ici, ou bien est-ce que le texte ne contient pas. Moi, je vais prendre ceci et regardez comment est-ce qu'on va réécrire notre assertion. On va dire que qu'est-ce qu'on doit passer premièrement? On passe le sélecteur et puis après le texte. Donc, je vais dire comme sélecteur, ça va être ceci. Et puis, si on a ceci, je veux que le texte, je m'attends à ce que le texte soit about de cette manière-là. Donc, en lieu et place d'avoir à écrire tout ceci en utilisant crawler, filter, text, j'utilise cette méthode utilitaire et puis elle va faire le travail. Donc, normalement, ça va marcher et c'est le cas. Juste pour vous le prouver, si on mettait autre chose, on aurait eu une belle erreur. Donc, c'est bien de connaître ces méthodes utilitaires. Elles vont vous permettre de gagner du temps. Là, on vérifiait est-ce que active existe. De la même manière, vous allez avoir, on a assert selector existe et on passe le sélecteur. Donc, on aurait pu vérifier simplement, je vais mettre ceci, on aurait pu vérifier est-ce que ceci existe tout simplement de cette manière-là. On ne vérifie pas explicitement qu'on a un seul, mais on vérifie est-ce que ça existe. Si ça existe, dans mon cas, ça fera l'affaire. Donc, vous pouvez faire du refactoring et puis remplacer tout ce qu'on avait fait par ceci. Si vous trouvez ceci plus concis, mais libre à vous d'utiliser ce que vous souhaitez. Autre chose que vous pouvez remarquer, comme je l'ai dit, au niveau des tests fonctionnels, on teste plusieurs choses. Là, on fait la requête, on s'attend à ce que la réponse soit un succès, que le titre de la page soit le bon, que la classe qu'on a mise au niveau de body soit la bonne, que également le lien qui est actif soit le bon, ainsi de suite. Donc, on teste plein de choses. Vous allez voir d'autres personnes qui préfèrent écrire uniquement des tests fonctionnels en lieu place d'écrire des tests unitaires. Mais ça dépend du type de projet au niveau duquel vous travaillez. Vous allez voir même certains projets qui sont des projets assez simples, qui vont durer quelques semaines. Je ne vais pas me fatiguer à écrire des tests. Mais si vous avez des applications de grande envergure, où on manipule de l'argent, ou bien où c'est important ici de le faire parce que vous travaillez en équipe, ainsi de suite, il faudra écrire des tests. Moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est simple d'écrire des tests. Et j'espère avoir réussi à vous le montrer. Avant de terminer, on va faire un peu de refactoring. Parce qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Si on vient au niveau de notre extension, vous allez voir que on injecte request stack, mais on l'utilise uniquement au niveau de set active route. Au niveau de page title, on ne l'utilise même pas. Mais le problème, c'est que vu qu'on est obligé de l'injecter, même lorsqu'on testait page title, on était obligé de passer notre request stack, alors que réellement, on n'a même pas besoin de ceci pour page title. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? On va revenir au niveau de app extension. Lorsque vous utilisez cette syntaxe, c'est-à-dire, si on appelle cette fonction twig, on veut appeler une méthode pageTitle qui se trouve ici, qui se trouve au niveau d'un objet de cette classe. Et pageTitle se trouve au niveau de cette classe appExtension. De la même manière ici, si on appelle cette fonction setActiveRoute, on veut appeler une méthode setActiveRoute qui se trouve ici, qui se trouve à ce niveau-là, comme on peut le voir. Mais j'aurais pu dire que si on appelle cette fonction setActiveRoute, je veux appeler une méthode setActiveRoute, mais elle se trouve ailleurs. Elle se trouve par exemple au niveau d'une classe que je vais appeler appRuntime de cette manière-là. Donc, cette classe n'existe pas pour l'instant, mais je dis, si on appelle cette fonction, je veux appeler une méthode, setActiveRoute qui se trouve au niveau de cette classe. On va avoir une erreur. On peut voir qu'on ne connaît pas appRuntime. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé appRuntime dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Au niveau de src twig, je vais créer ici appruntime.php. Donc, ces deux classes vont se trouver dans le même namespace. C'est cool de prononcer namespace.
Donc là, ce sera app twig. Donc au niveau de app twig, on crée app runtime. Ça va être une classe app runtime de cette manière-là. Et normalement, je pourrais venir ici et dire que cette méthode setActiveRoute, vu qu'on a dit qu'elle se trouve au niveau de app runtime, on va la déplacer pour la mettre au niveau de app runtime. Et vu que c'est ici qu'on a besoin de request stack, je peux venir là, je vais enlever request stack et puis on va prendre toute cette partie-là et puis la déplacer au niveau de app runtime de cette manière-là. Et je vais simplement importer request stack. Donc, comme vous pouvez le voir, on dit si on appelle cette fonction, on appelle cette méthode qui se trouve au niveau de app runtime. Et cette classe existe, elle a cette méthode, donc tout va marcher. On aura une petite erreur qu'on va corriger, mais ne vous inquiétez pas. Là, on nous dit que il est impossible de charger app runtime. Et c'est pourquoi je l'avais appelé ici app runtime. Le nom importe peu, mais pour que ça puisse marcher, il faut que votre classe implémente une interface qui a pour nom runtime extension interface. Donc c'est pourquoi je l'ai appelé app runtime. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu mettre n'importe quel nom de classe, par exemple app toto ou bien app data, mais c'est ce qu'on appelle des runtime, c'est pourquoi je l'ai appelé app runtime. Et là, vu que ça n'implémentait pas cette interface, c'est pourquoi il n'arrivait pas à loader notre runtime. Je vais tenter d'importer ceci, ça ne marche pas, j'ai mis ici du n'importe quoi, c'est interface, on l'importe et tout est bon. Cette interface, elle n'a aucune méthode. Vous devez simplement l'implémenter pour que ça puisse marcher, pour dire que c'est une runtime. On vient là, on actualise, et mamma mia, vous voyez, ça marche. On a ActiveRoute qui continue de fonctionner, donc le code qu'on avait précédemment. On l'a mis maintenant au niveau d'une classe dédiée, et puis on va injecter requestStack uniquement au niveau de app runtime. Donc maintenant, pour app extension, on n'a plus besoin d'injecter requestStack. Donc page title pourrait être utilisé sans ce requestStack. Mais si on a besoin de cette ActiveRoute, c'est cette classe, cette runtime qui sera utilisée. Et puis là, on va injecter requestStack. Cela veut donc dire que nos tests vont échouer ici parce qu'on passait requestStack alors qu'on n'a plus besoin de passer requestStack. Mais maintenant, c'est simple. On réexécute les tests. On aura des erreurs. Et puis là, on saura que il faut enlever ceci. On n'a plus besoin de le passer. Je peux même enlever les parenthèses. On peut créer app extension sans passer quelque chose au niveau du constructeur. Donc, ce premier test doit normalement marcher. Et c'est le cas. Pour les deux autres tests, vu que c'est en rapport avec cette ActiveRoute, et puis on a déplacé cette ActiveRoute au niveau de app runtime, j'aime venir ici et puis créer app runtime test. Donc, je peux venir, je vais faire Symfony console, make unit test. On va créer un test au niveau de Twig et le nom, ça va être app runtime test. On vient au niveau de app runtime test. On enlève ceci, on le colle. Et maintenant, en lieu et place d'instancier app extension, il faudra instancier app runtime. Et c'est à app runtime qu'on passe notre request stack. Donc j'espère que c'est assez simple, mais là je vais enlever app extension pour mettre maintenant ici app runtime de cette manière-là. C'est lui qu'on va importer. On remplace tous les app extensions par app runtime. Donc je mets ici app runtime. Si j'arrive à écrire, app runtime. Et puis là, on va mettre app avec un A majuscule. Donc aussi simplement, on crée notre stub. Si on appelle getCurrentRequest, on retourne notre requête falsifiée. Cette fois-ci, on instancie app runtime et puis on passe notre stub. Donc ceci sera passé à ce niveau. Et puis on fait nos différents tests comme précédemment. Normalement, si je réexécute tous mes tests, on aura du vert. Malheureusement, on a des erreurs. On nous dit qu'on n'a pas importé requestStack. Désolé, j'ai oublié de l'importer. On importe. Et on ne l'utilise plus ici. Donc, je vais enlever requestStack ici et puis request. De la même manière, je ne vais pas oublier d'importer request. Parce que j'ai oublié de l'importer également. OK. On croise les doigts, on réexécute. On va essayer de remonter un tout petit peu. On nous dit qu'on appelle une méthode setActiveRoute qui n'existe pas. On peut voir des trucs de caching. Je vais encore vider le cache clear. On réexécute notre test et on voit que l'ensemble de nos tests fonctionnent. Donc c'est une bonne astuce cette histoire de vider les tests parce que des fois il met des trucs en caching et puis après ça ne marche pas parce qu'il est un peu perdu. Ce qu'on a eu à faire au niveau de App Extension, cela a deux avantages. Le premier avantage,
c'est ce que j'ai eu à vous montrer. Vu qu'on n'utilisait pas request-stack au niveau des autres fonctions, des autres méthodes, on a eu au moins à extraire ceci ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre ami request-stack, il va être injecté uniquement si on a besoin de lui. Afin que vous puissiez mieux comprendre, parce que je sais que ça peut paraître un peu confus, parlons dans un premier temps de la notion de conteneur de service. La première des choses que vous devez savoir, c'est que tout au niveau de Symfony est géré par des services. Je me répète, tout au niveau de Symfony est géré par des services. Même lorsque vous rendez un template, on utilise render. Si vous regardez le code qu'on a au niveau de render, je vais chercher contrôleur. Le code qu'on a au niveau de render, vous voyez que derrière, ça utilise render view, ok? Mais render view, ça utilise ici des services. Et le truc, c'est que les services se trouvent au niveau du container. Donc, on l'appelle container de service. En anglais, ça va s'écrire de cette manière-là, container, parce qu'il contient des services. C'est un container de service. Et les services, c'est quoi? Les services, ce ne sont rien d'autre que des objets qui vont vous permettre de faire quelque chose. Donc, lorsqu'on dit service, c'est un objet qui va vous rendre service. C'est un objet qui va vous permettre de faire quelque chose. Au niveau de Symfony, comme je le disais, tout est géré par des services. Si vous voulez rendre un template Twig, vous allez avoir besoin d'un objet, d'un service qui va vous permettre de faire ceci. Si vous voulez loguer un message, vous aurez besoin d'un service, d'un objet, logger, comme on a vu avec logger interface, qui va vous permettre de faire cela également. Vous avez plein de services au niveau de Symfony. Si on fait bin console ou bien Symfony console, debug container, vous aurez l'ensemble des services présents au niveau de votre container. Vous voyez, on a une longue liste de services. Et le container, en réalité, c'est un objet, mais vous pouvez le voir comme un tableau au niveau duquel vous avez l'identifiant du service et puis, disons, la classe qui est associée à ce service. De la même manière, vous aurez l'identifiant d'un autre service et puis la classe qui est associée à cet autre service. Si on a un service 3, on aura l'identifiant de ce service et puis la classe qui est associée à ce service. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une variable $container et on imagine qu'elle représente votre container de service, vous pourrez dire, au niveau de mon container, je veux récupérer le service qui a comme identifiant ID1. Aussi simplement, le container, il va voir, ok, la classe qui est associée à ceci, c'est classe 1. Donc, il va prendre cette classe-là et puis il va l'instancier. Il va faire new et puis l'instancier pour vous et vous avez accès maintenant à votre objet. Donc, le container de service, il contient des services, mais chaque service a un identifiant qui permet d'identifier votre service de manière unique. Et si vous voulez récupérer un service, on peut le récupérer via le container en passant l'identifiant. Maintenant, au niveau de Symfony, il n'est plus recommandé d'utiliser la méthode get afin de récupérer un service au niveau du container via son identifiant. En lieu et place de faire ceci, on utilise ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc, en lieu et place de faire container get, on ne va pas le faire, on va utiliser l'injection de dépendance afin de récupérer nos services. Mais regardez, si on revient là, je vais prendre un exemple avec AppRuntime. Là, en mettant ceci, on fait de l'injection de dépendance. Pourquoi on parle d'injection de dépendance? Parce que pour que cette méthode fonctionne, on a besoin de ce service, on a besoin de cet objet. Donc, c'est une dépendance de AppRuntime. Donc, pour que AppRuntime puisse fonctionner, on a besoin de request-stack. C'est une dépendance de AppRuntime. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous mettez ce type hinting au niveau de votre constructeur, Symfony va regarder, est-ce qu'on a un service qui a comme identifiant Symfony Component HTTP Foundation Request Stack? Si on a un service au niveau du container qui a cet identifiant-là, si je l'avais copié, Symfony va regarder la classe qui est associée à cet identifiant et puis instancier ceci automatiquement pour vous. Donc, nous, on peut venir là. Et puis, on va dire, on va regarder au niveau de notre container. Donc, je vais mettre container. Est-ce qu'on a un service qui a comme identifiant cette histoire de request stack? Et vous voyez, oui, on nous dit que on a un service. Ne vous intéressez pas à cet identifiant-là, mais on a un service request stack. Et puis, la classe qui est associée, c'est ceci. Donc, lorsque vous faites l'injection de dépendance de cette manière-là, Symfony regarde, est-ce qu'on a un service qui a comme identifiant tout ceci? Vu qu'on a un service qui a comme identifiant cela, la classe qui est associée, c'est ceci. Donc, il va prendre cette classe et puis il va faire simplement new suivi de ceci et puis vous donne un objet de cette classe. Si on mettait quelque chose qui n'existait pas, donc si on n'avait pas de service ayant comme identifiant ceci, on allait avoir une erreur afin de nous dire qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, si vous êtes curieux et puis on fait un dump de ceci, vous allez voir qu'on aura un objet de type request stack. Parce que comme on l'a vu, c'est ce qui est fait. On regarde. Et puis, c'est un objet de type Symfony Component HTTP Foundation Request Stack.
On peut faire la même chose au niveau de Logger Interface. Je vais dire, est-ce qu'on a un service qui a comme identifiant cette histoire de Logger Interface? Je mets Logger Interface. Et on voit que c'est ce premier qu'on avait utilisé, donc je mets 0. Et quelle est la classe associée? C'est Symfony Bridge Monologue Logger. Symfony Bridge Monologue Logger. Donc venons là, et puis je vais mettre ici Logger Interface. On va l'appeler Logger. On fait un down dump de notre ami Logger. Et si on vient au niveau du navigateur, normalement, la classe, on va regarder, désolé, j'ai oublié d'importer Logger Interface. Maintenant, ça a été fait. Normalement, on aura un objet de type Monologue Bridge, comme on l'a vu tantôt. Et on va tenter de descendre et vous voyez, Symfony Bridge Monologue Logger. Donc, il a regardé, est-ce qu'on a un service qui a cet identifiant? Oui. On l'a trouvé, la classe qui est associée, c'est ceci. Et puis, il va tout simplement instancier cette classe et nous la passer. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce truc monologue, logger, ainsi de suite, si le constructeur a besoin d'autre chose, vous n'aurez pas besoin de gérer ceci. Il va les rajouter automatiquement pour vous. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cette histoire d'injection de dépendance. En pratique, ce qu'on fait, on fait Symfony Console, Debug Auto-Wiring, et puis vous allez avoir automatiquement tout ce que vous pouvez injecter. Donc, tous les éléments que vous pouvez utiliser comme type hinting afin de les injecter au niveau de vos différents services. Donc là, c'est une introduction rapide à la notion de service, à la notion de container. J'espère au moins que dans l'ensemble, vous avez compris un peu. Mais ceci va suffire largement pour ce que je voulais expliquer. Venons au niveau de page contrôleur. On va mettre un constructeur et puis on va décider d'injecter, disons, Logger Interface. Donc je mets Logger Interface de cette manière. Je l'appelle Logger et puis on fait un down dump de Logger. On n'oublie pas d'importer Logger Interface. De la même manière, je vais créer un autre contrôleur. On va l'appeler Events Controller. Donc, on vient là, on a Events Controller. Le path, c'est /events. Par convention, voici comment j'appelle mes différentes routes. Donc, on met app toujours, underscore le nom du contrôleur en minuscule, sans contrôleur, underscore le nom de l'action. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rendre, disons, un template avec une variable events qui a comme valeur le tableau $events que je vais créer maintenant à ce niveau. Donc, mon tableau va contenir un ensemble d'événements. Je vais mettre Laravel Conference. On va mettre Symfony Conference. Donc, je crée tout simplement un tableau et puis je passe ce tableau à mon template. En lieu de mettre events, $events, je peux utiliser compact qui va me générer ce tableau automatiquement. La clé, ce sera ceci, la valeur $ ce que j'ai eu à mettre. Si j'avais mis Toto, la clé, on allait avoir ici events, $events de cette manière-là. Et puis de la même manière, on allait avoir Toto, $Toto. Ça vous permet d'écrire moins de code pour avoir le même résultat. Là, nous, on n'a pas ici Toto, donc je vais l'enlever. On le passe à notre template. Je vais venir au niveau de Events. Et puis, on va enlever tout ceci. On va hériter de notre layout de base qui se trouve au niveau de layout base.html.twig. Parfait, donc c'est layout base. Ensuite, on va modifier le bloc body. Donc, je mets body. Et puis après, on peut ici parcourir l'ensemble de nos événements. Je peux utiliser une boucle for pour chaque événement au niveau de mon tableau d'événements. Je veux mettre ceci au niveau d'un LI. Donc, je peux mettre LI avec event. Je vais l'expliquer dans quelques instants, donc ne vous inquiétez surtout pas. Et là, afin de faire simple, on va prendre notre tableau, on va compter le nombre d'éléments et puis on va rajouter events de cette manière. Donc, il va prendre notre tableau. On a 3 événements, donc ça va mettre 3 événements. Ensuite, pour chaque événement au niveau du tableau, donc le premier événement, ce sera ceci, après cela, après cela. Pour chaque événement, il va les mettre au niveau d'un LI. Donc, on aura ici un UL qui aura un LI pour chacun de nos événements. Modifier un peu notre nav, on va dupliquer ceci et on va rajouter, disons ici, app events index. Le path, c'est app event index. Et normalement, ça va marcher. On avait fait un down dump au niveau de page contrôleur. Pour l'instant, on va l'enlever. Et vous voyez, on a events qui liste l'ensemble des événements et puis tout marche à la perfection.
Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est quoi? Regardez, on a fait un die and dump au niveau de page contrôleur, au niveau du constructeur, parce qu'on a injecté le service logger interface. Donc, si vous venez au niveau d'une action de ce contrôleur-là, page contrôleur, automatiquement, on aura le die and dump, parce que Symfony a besoin d'instancier ce contrôleur pour qu'on puisse appeler les différentes méthodes. Donc, si on vient au niveau de home, on aura le die and dump. Si on vient également au niveau de about, on aura le die and dump. Si on vient au niveau de contact, on aura le die and dump. Mais si on vient au niveau de events, c'est un autre contrôleur, c'est events controller. Donc, il n'a pas besoin d'instancier page controller, donc on n'a pas de die and dump au niveau de events controller. Désolé, j'ai manqué de souffle. Donc, lorsqu'on a les contrôleurs, ils sont instanciés uniquement si vous utilisez ce contrôleur. Donc, les services vont être récupérés via le container uniquement si on a besoin de ces derniers. Donc, c'est très important, je me répète. Au niveau des contrôleurs, les services que vous injectez seront ici récupérés via le container uniquement si vous utilisez le contrôleur en question. On va enlever donc ce die and dump. On enlève logger interface. Venons maintenant au niveau de notre extension Twig. On vient au niveau de App Extension. Et je vais injecter également logger interface. Vous allez voir quelque chose. On vient au niveau de Home et on a le die and dump. Juste pour vous le montrer, si je mettais un die and dump de done, on aurait un die and dump de done. OK? Donc, c'est bel et bien ceci qui est affiché. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Si on vient au niveau de about, on a aussi le die and dump. Si on vient au niveau de contact, on a le die and dump. Si on vient au niveau de events, on a le die and dump. Donc, on a le die and dump partout. Vous pouvez vous dire, mais Honoré, c'est logique. Si on regarde notre layout de base, qui est ici base, au niveau de ce layout de base, tu utilises page title. De la même manière, au niveau de ce layout de base, on inclut nav, et puis nav, il utilise set active root. Donc, en grosso modo, au niveau de toutes les pages, on a besoin d'instancier app extension parce qu'on aura besoin de set active root et puis de page title. Je suis d'accord. Essayons de faire quelque chose donc. Je vais enlever ici cette histoire de page title. Donc, on n'utilise plus page title. Je vais enlever également nav. Donc, on n'utilise plus set active root. Donc là, j'ai enlevé mes deux fonctions qu'on utilisait, page title et puis set active root. Donc, normalement, on ne doit plus ici instancier app extension parce qu'on ne l'utilise plus. Mais on vient là, on actualise. Vous voyez, on a toujours le die and dump. On vient au niveau de about, on a toujours le die and dump. On vient au niveau de contact, on a toujours le die and dump. On vient au niveau de home, on a toujours le die and dump. Donc, quelque chose de très important. À la différence des contrôleurs, qui sont instanciés uniquement si on les utilise, les extensions Twig sont toujours instanciées. Donc, Symfony a besoin de les instancier, étant donné que c'est grâce à ceci qu'il va connaître tous les Mitsubishi que vous avez rajoutés. Ce qui revient donc à dire, si Symfony doit toujours instancier vos classes d'extension Twig, alors il faudra toujours récupérer ce qui a été indiqué via le container, et ce même si on ne les utilise pas. Donc là, on n'a même pas utilisé page title et set active root, mais on a été obligé de récupérer notre service logger interface via le container. Donc je me répète pour que ce soit clair. Au niveau des contrôleurs, ils sont instanciés uniquement si on les utilise. Mais en ce qui concerne les classes d'extension Twig, c'est un peu particulier. Twig va toujours les instancier parce que Twig a besoin de ceci pour connaître tous les Mitsubishi que vous avez rajoutés. Donc, les différentes fonctions, filters, les trucs customisés que vous allez rajouter. Et vu que Twig va instancier vos classes d'extension, il faudra récupérer via le container les différents services qui ont été rajoutés au niveau du constructeur via l'injection de dépendance. Ce qui fait que certains services seront récupérés via le container, donc des classes seront instanciées parce que les services ne sont rien d'autre que des objets. Donc, la classe associée à ce service sera instanciée alors qu'on ne l'utilise même pas. On n'a même pas utilisé cette active root ni ceci, mais ceci sera instancié. Si vous avez compris ceci, vous allez comprendre ce que je voulais expliquer depuis le début. On va enlever logger interface. On va venir au niveau de app runtime qui est présent ici. Et on va rajouter un die and dump de cool. Donc, on sait que les classes d'extension Twig sont toujours instanciées. Et on l'a prouvé avec nos différents die and dump. Mais ce qui est maintenant cool, c'est quoi? On va utiliser page title. Je vais venir là, au niveau de base. Je mets page title, mais j'enlève ici nav. Pour l'instant, on ne va pas utiliser nav. Je peux le mettre comme commentaire. Donc, on a utilisé page title, mais qu'est-ce que vous voyez? Vu qu'on a utilisé page title, il a instancié notre classe d'extension Twig. On peut utiliser page title,
Mais vu que je n'ai pas utilisé cette active route, il ne va pas instancier app runtime. C'est uniquement lorsque je vais utiliser cette active route qu'il va instancier app runtime et qu'il va injecter ces Mitsubishi. Donc si je viens maintenant là et je décide d'utiliser nav, vu que nav utilise cette active route, il saura qu'il doit instancier ceci. On va donc récupérer ceci via le container et puis maintenant le dump sera affiché. Donc ce qu'on vient de faire avec cette histoire de runtime, vous voyez, on a notre dump de cool, ça vous donne également un peu de performance. Dans notre cas, ça ne sert à rien parce que on utilise cette active route partout et puis page title et page title partout. Mais je voulais vous montrer que si au niveau de vos classes d'extension Twig, vous avez des fonctions, des filtres qui utilisent des services, mais que ces fonctions ou filtres ne sont pas utilisés sur toutes les pages, vous pourrez utiliser cette astuce afin d'éviter d'avoir à récupérer des éléments via le container qui ne sont même pas utilisés. Il existe une autre manière de faire ceci. Moi, je vous recommande d'utiliser cette méthode que je vous ai montrée, mais je vais vous le montrer au cas où vous voyez ceci au niveau d'un code source. Une autre manière aurait été de faire quoi? Je vais venir là, je vais copier ceci. En lieu de le couper, je vais copier. J'enlève le dump et je vais dire que cette méthode-là, elle se trouve au niveau de notre classe ici. Là, on aura une erreur parce qu'on n'a pas cette méthode au niveau de app extension et c'est le cas. On va donc venir et puis coller ce que j'ai eu à copier. Il ne va plus se plaindre parce qu'il va trouver cette méthode. Mais vu qu'on n'a pas request stack, on aura tout simplement une autre erreur. Parfait. Je vais mettre le constructeur comme ce qui a été fait là. Donc, on fait un copier-coller et puis on le met. Et on n'oublie pas d'importer ceci. Donc là, ça va marcher. Bien évidemment, nos tests vont échouer parce que maintenant, il faut injecter request stack. Mais je veux vous montrer une autre manière de faire ce qu'on a eu à faire. La première des choses à faire, c'est d'implémenter une interface qui a pour nom Service Subscriber Interface. C'est difficile à prononcer. Si vous implémentez une interface, rappelez-vous les interfaces, c'est comme des contrats. C'est comme si vous avez dit que vous allez avoir cette méthode public static function get subscribe services. Donc si vous implémentez une interface, vous devez redéfinir toutes les méthodes présentes au niveau de cette interface. Donc nous on doit avoir cette méthode statique get subscribe interface. Si on ne la mettait pas, on aurait eu une belle erreur. On nous dit d'implémenter cette méthode. Bon, on nous dit d'abord d'importer ceci. Donc je vais l'importer. Ensuite, on va nous dire d'implémenter cette méthode. Parfait. On vient, on l'implémente. Et cette méthode, elle doit retourner un tableau. Pour l'instant, vu qu'on ne retourne pas de tableau, on a une erreur parce qu'il va essayer de faire un for each sur ce tableau. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Mais nous, on va retourner un tableau vide. Et normalement, on n'aura plus d'erreur en rapport avec ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais venir là, je vais enlever request stack et on va mettre container interface et je vais l'appeler container. Déjà, container, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Je vais mettre container un peu partout. Donc, si vous implémentez cette interface et puis au niveau de votre constructeur, vous avez un paramètre qui a comme type hinting container interface, il va injecter un container pour vous. Le container interface, il se trouve au niveau de PSR container interface. Le container qu'il va injecter, ce n'est pas le grand container de service dont je vous ai parlé, qui contient tous les services qu'on a vus. Oups, je voulais mettre simplement debug container. Ce n'est pas ce grand container qui contient tous les services qu'on a vus. Le container qu'il va injecter, c'est un container qui contient actuellement 0 service, parce qu'on a retourné un tableau vide. Mais vous pouvez dire que le container que tu vas injecter, je veux qu'il contienne le service qui a comme identifiant request stack. Donc, ce service qu'on avait injecté tantôt. Donc maintenant, il va vous injecter un container, mais qui aura ce seul service, request stack. Je vais faire un dump de $container de cette manière-là. Je vais venir là, je vais tenter d'actualiser. Là, on aura des erreurs parce qu'on essaie d'utiliser request stack. Pour l'instant, je vais retourner une chaîne de caractères vide. Je fais mon dump, on actualise, et vous voyez qu'on a dumpé, oups, on peut voir qu'on a dumpé ici ceci. C'est notre mini container qui a été dumpé. Et puis, on a des histoires en rapport avec ici service map, service type. Mais on peut voir qu'au niveau de ce container, on a notre fameux service request stack. Si j'avais retourné un tableau vide, si j'enlève ceci,
Donc, on a un tableau vide. On aurait eu un conteneur sans service. On revient au niveau du dump. C'est difficile de survoler. On voit qu'on n'a rien à ce niveau. Donc, c'est un mini conteneur qui va contenir uniquement les services que vous avez mis à ce niveau. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Si on vient maintenant ici, et puis on a besoin d'accéder à Request Stack, on peut utiliser ce conteneur qu'on a eu à injecter, et puis on l'a mis au niveau de l'attribut conteneur. On peut l'utiliser en mettant 10 conteneurs. On a accès à notre mini conteneur, et on dit via ce mini conteneur, on veut récupérer le service qui a comme identifiant ceci. Donc, rappelez-vous, on peut utiliser get pour récupérer un service via le conteneur. Dans ce cas-là, c'est autorisé d'utiliser get. OK? Pas de problème. Donc là, on récupère notre service via le conteneur et puis on récupère après la requête courante et on fait ce qu'on veut. Normalement, ça doit donc marcher. Et vous voyez, on a du rouge, donc cette active route marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant que vous n'allez pas utiliser cette méthode, cette active route, donc tant que vous n'allez pas utiliser ceci, il ne va pas instancier cette classe. C'est uniquement lorsque vous allez utiliser cette active route, cette fonction qui va appeler cette méthode, c'est uniquement lorsque vous allez faire ceci qu'on va récupérer cela via le conteneur. Donc, on va faire new pour instancier ceci. Cela revient donc à dire, si on vient au niveau de nav, on va venir au niveau de base et on enlève nav, jamais le code qui est présent ici ne sera exécuté. Et également, le constructeur qui est là, on ne va pas injecter de request stack alors qu'on ne l'utilise pas. Donc, ceci sera lazy loadé, comme on le dit, parce qu'on va l'utiliser, parce qu'on va le loader uniquement lorsqu'on a besoin de l'utiliser. Donc, ça, c'est une autre manière de faire ce qu'on a fait précédemment, mais comme je vous l'ai dit, moi, je préfère utiliser cette histoire de runtime. Donc, on va revenir à ce qu'on avait avec les runtime. Normalement, on a ceci, runtime, et puis on utilise app runtime. De la même manière, on revient au niveau de base, on remet notre nav, ça doit maintenant marcher. Parfait. On va réexécuter l'ensemble de nos tests. Vu que les tests étaient faits avec runtime et puis app extension n'avait pas de constructeur, normalement tout va marcher. Alors ce sera tout pour cette vidéo. Je sais qu'on a vu plein de choses et je suis content parce que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié et puis vous êtes débutant avec Symfony, vous souhaitez apprendre un peu comment utiliser ce framework, j'ai une formation au niveau de mon site Parlons Code, Symfony 5 en une semaine, où je vous montre ici les bases au niveau de Symfony. On parle également de tout ce qui est template, contrôleur, modèle vue. On parle également de la notion de relation et plein d'autres mishibushi. Vous avez également la formation Devenez un pro Symfony 5, où je vais un peu plus en détail. Et au niveau de cette formation, je parle aussi davantage des tests, mais je vous montre également comment faire du TDD, du Test Driven Development. En français, on parle du développement guidé par des tests. Vous avez également une formation gratuite disponible sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment créer un clone de Pinterest en utilisant le framework Symfony. Donc, si vous venez au niveau de playlist, désolé, et puis vous regardez ici tutoriel Symfony 5. C'est un tutoriel Symfony 5 où je vous montre en détail comment créer un clone de Pinterest. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela va m'encourager pour les vidéos à venir. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.